Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le 31e numéro de Late et Smart. Durant une heure, comme chaque soir, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité du moment avec mes invités, l'actualité française, internationale, beaucoup ce soir, économique, notamment, principalement, évidemment. Au menu de nos débats ce soir, 3 sujets vont nous intéresser particulièrement. Nous parlerons, pour commencer, crypto-monnaie. D'abord parce que le Bitcoin est au plus haut, autour des 11 000 $ ces derniers jours, mais aussi parce que, figurez-vous qu'aux États-Unis, et ce depuis quelques jours, les banques ont désormais le droit d'héberger des crypto-monnaies dans des coffres-forts virtuels, puisqu'on parle de crypto-monnaie. Nous verrons ce qu'en pensent mes invités, s'ils y croient ou non à ce truc un peu bizarre quand même, que sont les monnaies virtuelles. Deuxième sujet, nous reviendrons sur, on a parlé hier, nous reviendrons sur l'audition hier devant le Congrès des États-Unis, devant la commission antitrust, des 4 patrons, des 4 GAFA. Nous verrons un petit peu ce qui s'est dit et puis on s'interrogera sur ce que peut donner une telle procédure avec, en ligne de mire, en tout cas c'est l'objectif de certains, peut-être des démantèlements. On n'en est pas là. Enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous commenterons l'autre guerre commerciale, non pas celle qui oppose les États-Unis à la Chine, dont on parle régulièrement, mais celle qui est tout aussi ancienne, peut-être même plus ancienne, qui oppose les États-Unis à l'Europe. Il y a notamment Airbus au cœur de cette affaire. Pour répondre à mes interrogations ce soir, je suis en compagnie de Nicolas Bavrez. Bonsoir. Économiste, historien, essayiste, bien sûr. Émeric Paubert, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes cofondateur de la société de gestion Sycomore Asset Management. Michael Fribourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG du groupe Chargeur, notamment présent dans les textiles à forte valeur ajoutée, mais pas seulement. Vous nous aviez raconté ça la première fois où vous êtes venu. Merci à tous les trois d'être à mes côtés. Tout d'abord, comme chaque soir, un petit apéritif pour commencer en préambule à nos débats. Regardez ce tweet de Donald Trump, c'est tombé dans l'après-midi, donc le matin pour lui, dans l'après-midi pour nous. Il l'a même épinglé. Je cite, avec le vote universel via les boîtes aux lettres. Ça, c'est un truc qui lui plaît pas trop, dont on parle un petit peu aux États-Unis en ce moment. L'élection de 2020 sera la plus frauduleuse et fausse. Vous me dites si je traduis mal de l'histoire. Ce sera un gros embarras pour les États-Unis, dit-il. Et du coup d'écrire, alors, retardez l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter en toute sécurité. 3 points d'interrogation. C'est la première fois par écrit que le président des États-Unis évoque l'hypothèse d'un report de l'élection américaine. On n'a pas fini d'en parler. Une réaction rapide à tous les trois sur ce que peut signifier un tel message comme ça, ballon d'essai peut-être envoyé par le président des États-Unis, Nicolas Bavrez. C'est un nouvel exemple à la fois du côté très erratique de Donald Trump, puisqu'il a été pendant des mois dans le déni de cette épidémie pour expliquer qu'elle ne posait pas de problème, qu'il fallait privilégier l'économie, que le confinement est une mauvaise idée, et maintenant qu'il est en difficulté dans les sondages, il envisage un report de l'élection, ce qui, dans le système... Au motif de cette crise sanitaire sauf que pour la Constitution américaine est très très claire et qu'a priori, elle ne permet pas du tout ce type de... Et par ailleurs, il le justifie par le vote par correspondance, et donc le vote par correspondance est supposé avantager les démocrates. Donc ça montre, si vous voulez, que chez Donald Trump, il y a quand même un vrai problème de rapport à la démocratie. Ce qu'on a vu avec son refus des contre-pouvoirs, la critique démesurée des médias, le refus des contre-pouvoirs et de la volonté de prendre le contrôle de la justice. Ce qu'on voit aujourd'hui qui est quand même très préoccupant, c'est-à-dire l'envoi de policiers fédéraux à Portland notamment, dans les villes où pas en uniforme et avec apparemment, y compris des quasi-enlèvements de personnes jugées activistes. Et très franchement, il y a une vraie difficulté avec le rapport de Donald Trump à la démocratie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas une décision que lui peut prendre seul. Oui, ce qui est pas, voilà, la date de l'élection n'est pas fixée par l'exécutif, comme chez nous, même si globalement c'est à peu près toujours au même moment. Mais je pense précise. Voilà, la Constitution prévoit rien, donc il faudrait au moins, j'allais dire, un consensus entre les candidats, et certainement que ce consensus soit validé
par la Cour suprême, qui est le juge de l'élection. Émeric, comment vous réagissez à ce premier tweet évoquant un possible report de la date? Je vais réagir très rapidement parce que je pense qu'au bout de presque 4 ans, on sait tous que Donald Trump tweet à tort et souvent à travers et de manière très provocatrice, de manière outrancière. Et là, c'est peut-être encore plus outrancier que d'habitude, puisqu'il parle de décaler l'élection, ce qui est proprement inimaginable. Donc je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ces propos. Enfin, c'est grave qu'un président en exercice, au moment chez nous, c'était pas des présidentielles, c'était des municipales, mais de justifier par la crise sanitaire. C'était complètement différent, parce qu'il y avait un consensus politique, il y avait des raisons sanitaires. Là, on ne parle pas de... Alors, ça c'est important, on ne parle pas de crise sanitaire qui rendrait un déplacement des électeurs impossible dans les urnes. Donald Trump a dit spécifiquement ça va être un vote truqué, fraudulé, pas clair. Or, absolument rien. Enfin, les experts en la matière, dont je ne fais pas partie, ont dit il n'y a absolument aucune base solide sur ces allégations. Et je rappellerai juste qu'il y a 2 jours, je crois, même un peu moins, Barack Obama a tweeté également, dans des termes beaucoup plus mesurés, appelant tous les Américains à voter, y compris par correspondance, pour que le scrutin soit le plus large possible. Et 2 jours après, Donald Trump fait l'inverse en disant on va me voler l'élection, ce qui n'a aucun sens. Et il le dit à un moment où évidemment l'économie va moins bien, la crise sanitaire, il a fait une volte-face, il a montré là aussi qu'il n'avait absolument pas géré la situation, il est un peu dans les cordes, donc il va encore plus loin dans la provocation. L'économie va moins bien, on a eu le chiffre du PIB américain au 2e trimestre avec un plongeon record à 32,9%, alors attention... Ils ne calculent pas pareil que nous, entre annualisé et pas annualisé, mais c'est quand même effectivement de très longs records. Une réaction, Michael? Enfin, pas forcément sur le PIB. Moi, je réagirais en décideur. C'est un élément d'imprévisibilité additionnelle à l'incertitude radicale dans laquelle on vit. Et donc, comme décideur, moi, je dois intégrer un paramètre en plus qui est que, potentiellement, et si 3 petits points. Il se pourrait que cette élection soit reportée. Or, beaucoup de décideurs dans le monde, industriel, économique, financier, attendent de cette élection un certain nombre de résultats, un certain nombre aussi de plans de relance, puisqu'il n'y aura pas de vrai plan de relance aux États-Unis tant qu'il n'y aura pas de nouveau président, bien sûr. Et donc, c'est un enjeu qui est vital, cette élection, pour la relance de l'économie mondiale. Et donc, évidemment, chaque camp républicain et démocrate va fourbir ses armes en termes de relance. Mais je constate, moi, qu'il faut rajouter ce paramètre d'incertitude à un environnement déjà fortement instable. Et donc cette imprévisibilité, quoi qu'on pense du style du président Trump, factuellement, c'est tout à fait juste. Il y a déjà eu des reports. Il est aussi juste que ça ne peut se faire que dans un consensus constitutionnel américain qui est assez inédit. Mais ne l'excluons pas, puisque... Il est censé avoir une majorité à la Cour suprême, Donald Trump, même s'il a eu des petits... Enfin, il est censé avoir 5 juges conservateurs sur 9, en théorie. Voilà, mais c'est la théorie. Ce qu'on a vu récemment, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la Cour suprême aux États-Unis, c'est pas du tout le Conseil constitutionnel français. Ce sont des juristes émérites, dont certains peuvent avoir des engagements ou être classés, étiquetés politiquement, un endroit ou un autre, mais et qui jugent en droit. Et par ailleurs, ils sont vraiment sous le regard de leur pairs. Et donc récemment, on a eu plusieurs décisions sur lesquelles la soi-disant majorité n'allait pas dans le sens des républicains. Voilà, notamment sur des décisions, par exemple les dernières sur des questions d'avortement ou donc sur une question aussi grave. La Cour suprême, je pense, réagira en droit. La dernière fois qu'elle avait eu, je le rappelle juste, c'était au moment de l'élection de George Bush fils. Voilà, avec le contentieux sur les fameux bulletins de vote papillons. Et donc, finalement, le candidat démocrate avait renoncé à son recours à cause d'ailleurs de l'incertitude en disant que ça ne pouvait plus durer, quoi. Voilà, alors que quand on a refait les décomptes, les décomptes qui ont été faits par les médias
après, et on prenait le temps de fait donner la victoire au camp démocrate. Mais c'est là où on avait quand même quelqu'un d'extrêmement élégant, c'est que par ailleurs, il a considéré que les choses étaient fermées, et donc il n'y a pas eu de contestation de la légitimité de George Bush fils. Et derrière, évidemment, c'était Al Gore, et ensuite, évidemment, il y a eu le 11 septembre, donc les choses, on est parti sur un tout autre, on est parti sur un tout autre cycle. Mais si vous voulez, c'est quand même la marque que, je reviens là-dessus, l'instabilité, c'est le problème des décideurs économiques, mais Trump exerce quand même une pression sur les institutions de la démocratie américaine qui n'ont pas d'équivalent depuis les années 30, où on avait des candidats qui n'ont jamais beaucoup prospéré, qui ont été contrés par Roosevelt, mais des candidats qui... C'est le dernier moment où, dans la vie politique américaine, avec la fin du 19e, où on a eu des candidats qui, clairement, posaient un problème à la démocratie. Et là, c'est vraiment le cas. Bon, en tout cas, je pense qu'on en parlera. On va voir qu'effectivement, comment la classe politique et la scène américaine réagit à tout ça tout de suite. Le premier vrai débat, enfin, celui-là était déjà effectivement un sacré sujet. Nous allons parler crypto-monnaie pour ce premier débat. On n'a pas encore eu l'occasion de parler crypto-monnaie depuis le lancement de l'émission il y a quelques semaines. Pourquoi ? Parce que voilà, le Bitcoin, principal d'entre elles, enfin en tout cas la plus connue, celle qui pèse le plus lourd également, est à son plus haut niveau depuis un an, a repassé le cap des 10 000 $. On est autour de 11 000 $ aujourd'hui, avec parmi les explications, on va voir, cette idée, c'est ma question ce soir, le Bitcoin est-il une valeur refuge comme peut l'être ou a pu l'être l'once d'or, évidemment, et puis notamment parce qu'une information que j'avais vu passer il y a quelques jours, une structure, un des régulateurs de l'univers bancaire aux États-Unis a autorisé les banques nationales et les banques d'épargne fédérale à offrir des services de garde pour les crypto-monnaies à leurs clients. Toutes les banques autorisées ont donc le droit de proposer ce type de service. C'est assez nouveau, c'est probablement à ce stade assez symbolique, mais justement, comme on parle de monnaie virtuelle, les symboles sont importants. Je me tourne vers vous en premier, Aymeric Préaubert. Est-ce que c'est devenu une valeur refuge, le Bitcoin, quand ça va mal, on se précipite vers une monnaie totalement virtuelle, comme à un certain temps on le faisait vers l'or, même si l'or est également au plus haut, mais peut-être aussi pour d'autres raisons. Alors, effectivement, en pleine crise économique, boursière peut-être un peu moins, avec le rebond très fort, le Bitcoin a gagné, proche de 11 000 $, vous venez de le dire, a gagné près de 60% cette année. Donc c'est 2 fois plus que l'or, qui a pris à peu près 30 et qui est à son plus haut niveau historique. Alors, je rappellerai 2 choses. D'une part, il y a 10 ans, le Bitcoin, je viens de vérifier, je n'avais pas ça en tête, c'était 5 cents. C'est passé de 5 cents, donc à 11 000 $. Mais il y a un peu moins de 3 ans, c'était à 20 000 $, ou quasiment 20 000 $, fin 2017, pour repasser à 3 000 $. Très brièvement, absolument. Oui. À 3 000 $, à peu près un an après, fin 2018. Sacré yo-yo. Pourquoi je cite tout ça ? C'est qu'est-ce que c'est qu'une valeur refuge ? Alors, il y a des critères de valeur refuge qu'on peut trouver dans le Bitcoin. J'en verrai au moins un qui est le principal, qui est que la quantité de Bitcoin est finie. Je crois que ça, c'est un argument très fort. Ensuite, l'usage du Bitcoin, je ne vais pas dire devient commun, mais en tout cas s'intensifie. Se répand un peu. Et son usage devient de plus en plus régulier, plus partagé. Alors une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, et aussi, vous l'avez rappelé, l'autorisation pour les banques américaines de la semaine dernière de détenir, d'acheter pour leurs clients. Je dirais qu'inversement, il y a des facteurs qui caractérisent le Bitcoin qui font un petit peu peur. C'est extrêmement spéculatif, d'une part. On voit vous rappelez les cours, les variations de cours, bien sûr. Ouais. Deuxièmement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à appréhender, pour parler de manière tout à fait transparente. On est d'accord. Comme beaucoup de sujets, je pense qu'il est intéressant de s'adresser aux spécialistes. Et j'avais eu l'occasion d'en parler avec le responsable du laboratoire des crypto-monnaies de l'université de Stanford, qui m'a appris plein de choses. Mais il a quand même conclu la discussion en disant qu'il y a énormément de points de non-connaissance. Je posais une question extrêmement simple sur comment
quelle est la finalité, quel est l'usage final des bitcoins? Est-ce qu'on peut aussi acheter des biens physiques en bitcoin sur certains sites? Comment, finalement, ça sert à quoi les bitcoins? Au-delà de l'aspect spéculatif que du petit porteur qui va en acheter, ou même peut-être de traders, j'en sais rien, ou de banques, parce qu'il y a des banques comme Goldman Sachs et d'autres qui ont ouvert des fonds. Des fonds et des départements de trading de bitcoin. Et sa réponse était de dire on n'en sait rien. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc je dirais que il faut se méfier de ces instruments, et je dirais valeur refuge, non, ça a certainement un intérêt. Il y a un point également qui explique la hausse récente, c'est que dans un contexte où les États font des relances massives, où les banques centrales interviennent, évidemment, il y a cette question de tensions inflationnistes potentielles. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une des conséquences d'une création monétaire massive. Et face à cela, le Bitcoin apparaît comme un rempart. Donc ça, c'est une effectivement bonne raison. Mais on a parlé des banques américaines. Je terminerai en disant, très récemment également, en France, l'AMF et la CPR ont renouvelé un appel à beaucoup de vigilance pour les épargnants, en expliquant que c'était un instrument hautement spéculatif et que par ailleurs, il y a beaucoup de plateformes en France qui opèrent et qui proposent des services de manière illégale, c'est-à-dire sans avoir d'autorisation décernée par donc l'AMF ou la CPR. Votre sentiment, Nicolas Barreza, trappe-gogo, miroir aux alouettes ou phénomène plutôt sérieux lié au progrès technologique notamment? C'est un peu les deux. J'allais dire, je ferai la comparaison avec le billet de banque. Si vous regardez l'origine du billet de banque, c'est la Compagnie des Indes. Et ça, c'était l'invention du banquier écossais Law, qui était venu s'installer en France. Et la Compagnie des Indes a donné lieu à une spéculation énorme qui s'est terminée par une catastrophe pour le trésor public et qui a contribué d'ailleurs à la Révolution française. La suite a montré que, par ailleurs, le billet de banque... C'est quand même revenu. Que le billet de banque était une excellente invention, mais à condition d'être d'abord géré par des banques, et ensuite, on a rajouté aux banques une banque centrale pour réguler et réassurer les banques. Et finalement, je trouve que ces crypto-monnaies ressemblent assez à cet épisode du billet de banque. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une place pour ces crypto-monnaies? Je pense que oui. On parle du Bitcoin, rappelons, il y en a des centaines. Voilà. Que chacun a le droit de créer sa crypto-monnaie, puisqu'on est dans une logique de... Mais pour l'instant, ce sont des crypto-monnaies qui ont été purement privées, non régulées. Certaines sont acceptées sur des marchés. Enfin, on a des cas très très divers. Et pour l'instant, on n'a pas de crypto-monnaie banque centrale, ce qui va, je pense, arriver assez, Tout le monde réfléchit là-dessus, assez vite. On voit que c'est en train de rentrer dans le système bancaire, aux États-Unis, comme vous l'avez rappelé. Et je crois que ça peut correspondre à un vrai besoin. Quand on prend par exemple l'Afrique, où on a des pays où la monnaie est complètement effondrée, comme le Zimbabwe, où on a une faible bancarisation, où les banques centrales sont quand même un peu évanescentes, le fait d'avoir des monnaies virtuelles mais solides, incontestablement, ça peut faciliter le développement. C'est ce qui est mis en avant par Facebook pour son projet Libra. Il dit notamment, c'est pour l'Afrique, oui. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, c'est ce que dit, sauf que Facebook, là aussi, ce qui est complètement inacceptable, c'est que Facebook, c'est une boîte privée. Ouais. Et surtout, c'est une... Enfin, ça va nous faire une transition vers la suite. Facebook tout à l'heure. Mais c'est une machine à capter des données. Donc, une fois que vous avez, en plus de tout le reste... ce que vous captez par les messages et que vous avez le portefeuille et que chaque fois que vous dépensez quelque chose, vous pouvez avoir toutes les données, évidemment. Et que, par ailleurs, dans le panier de la Facebook Money, en fait, c'est une manière de reconduire le monopole du dollar parce que c'est en réalité une monnaie qui est basée sur le dollar. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on prend le cas dans les pays, parce que quelles sont les raisons aujourd'hui pour lesquelles les gens vont vers ces crypto-monnaies? Très rapidement, il y a ce qu'on a dit. Les banques centrales émettent massivement de la monnaie, la planche à billets fonctionne partout, et donc il y a un vrai doute sur la valeur de cette monnaie. Deuxièmement, l'or, quantité limitée, marché très étroit, prix très élevé.
Donc, quand on a des pays à monnaie effondrée, il y en a un qui est très intéressant, c'est l'Argentine. Normalement, les Argentins fonctionnent en système dollar parce que le peso ne voit. Et en ce moment, comme il y a un contrôle d'échange et que le dollar est difficile à avoir en Argentine, et ben, comme on ne peut pas utiliser le dollar, on utilise des crypto-monnaies qui en fait sont du dollar virtuel. Et vous voyez, c'est cette mécanique-là. Et cette mécanique-là, elle est évidemment très dangereuse puisque on passe d'une monnaie effondrée à une monnaie non régulée et hyper spéculative. Donc, c'est un peu comme le sujet précédent. Je pense que la crypto-monnaie aura toute sa place dans l'économie du futur, mais simplement, il va falloir qu'on ne répète pas l'erreur qui a été faite justement avec le GAFA, et donc que ces crypto-monnaies soient régulées et contrôlées. L'industriel est prêt à se faire régler en non, certainement pas. Certainement pas. Quand, évidemment, il y a une fièvre de l'économie financière, ce n'est jamais bon pour l'économie réelle. C'est souvent le symptôme qu'il y a un effondrement de paramètres de confiance dans l'économie réelle. Et évidemment, derrière ces crypto-monnaies, il y a aussi une guerre internationale d'échange qui existe depuis la fin du système de Bretton Woods. Donc, ce n'est pas nouveau. Bon. Le dernier point, c'est que invoquer les crypto-monnaies comme solution aux problèmes monétaires des pays émergents est une supercherie de grande ampleur. Pourquoi ? Le cas argentin qui a été cité par Nicolas Bavrez en est un exemple parfait, puisque la raison pour laquelle il y a une régulation de l'accès au dollar, c'est que, comme vous le savez, quand l'économie argentine est ouverte fortement, les Argentins les plus fortunés ou les entreprises ont tendance à envoyer leurs devises en lieu sûr. Oui. Bon, et donc en monnaie sûre. Aussitôt, quelques temps après, généralement 2-3 ans après, que fait le gouvernement argentin, que nous connaissons très bien cette zone argentine, pour y avoir des activités industrielles, il referme l'accès au dollar. Donc là, il trouve un système effectivement qui est non régulé. Ça n'empêchera ni d'avoir le peso bleu qui prospère ou le dollar bleu qui prospère en Argentine, ni évidemment le déficit de confiance dans quoi ? À la fin, on retrouve quoi derrière cette question sur la monnaie ? La question de la souveraineté et de la confiance dans le contrat étatique, puisque, in fine, nos monnaies sont sous la protection d'État, ce qui n'empêche pas que les banques centrales soient indépendantes. D'ailleurs, qui défendent les virtuels. Très bien, mais voilà, mais nous avons aussi des États qui jouent un rôle de protecteur en dernier ressort, non pas de la monnaie, mais du système qui en assure la légalité. Et donc, c'est le cas, y compris en Europe. Encore une fois, c'est distinct du fait que la Banque centrale soit indépendante. Mais quand monnaie est battue ou frappée, c'est toujours en lien avec une souveraineté étatique, qu'elle soit directe ou indirecte. Et donc, c'est évidemment extrêmement précieux quand il y a une perte de confiance dans la capacité des entités souveraines à être finalement le garant en dernier ressort de la monnaie. C'est un des enjeux qui avait eu cours. Vous vous souvenez, en France, ça avait été notamment très débattu sur la protection des dépôts illimités auprès des banques. Évidemment, ça joue un rôle. Donc, il est évidemment très symptomatique de voir que plus il y a d'instabilité et d'incertitude économique, plus on va vers des solutions monétaires alternatives. Ça comporte des risques, mais ça n'apporte aucune solution. Est-ce que, si vous voulez, je peux arriver à une synthèse en disant que d'un côté, il y a la dimension technologique, la dimension virtuelle, la blockchain éventuellement derrière, qui fait que là, il y aura probablement quelque chose dans cette direction-là, mais mais la monnaie doit bien avoir une contrepartie réelle à un moment donné. Une nécessaire souveraineté. La monnaie est une créance sur l'économie réelle. Si elle ne peut pas être une créance sur l'économie réelle, alors elle ne vaut rien. C'est tout le problème du système de l'eau qui s'était effondré d'ailleurs. Et le parallèle de Nicolas sur le billet de banque est très intéressant, en expliquant qu'au début, c'était peut-être pas une fraude, mais que ça a fait perdre beaucoup d'argent et qu'une fois que ça a été régulé, c'est devenu incontournable. Et peut-être que le Bitcoin, ce sera la même chose. Ou une autre. Mais je n'en sais rien, mais ce que je constate aussi, c'est qu'un des facteurs de succès du Bitcoin, et c'est une crypto-monnaie qui est
promu par une communauté Silicon Valley qui est, comme vous l'avez dit, très souvent libertarienne. Mais on n'a pas idée de ce que ça veut dire, le libertarien aux États-Unis, quand on est français. C'est une détestation de la régulation de l'État qu'on n'imagine même pas chez nous. Et des gens comme Larry Page, qui s'expriment plus trop d'ailleurs, parce que c'est inaudible pour le cofondateur de Google. Le cofondateur de Google, ou Peter Thiel, par exemple. Et il y a aussi cet aspect-là. Ils apprécient le Bitcoin parce qu'il n'y a pas de banque centrale, parce que c'est une communauté. Voilà. C'est anti-Washington. Le mot de la fin sur le sujet. Non, mais juste, la blockchain, c'est une technologie. Oui. Et c'est une technologie qui est une technologie tout à fait utile et qui va servir dans la finance ou dans le droit. Oui. Mais la technologie, elle ne règle pas les problèmes politiques et on peut en faire un bon et un mauvais usage. Donc, ce que ça nous rappelle, notamment l'Argentine, c'est que pour l'instant, effectivement, le Bitcoin a une utilisation qui résulte de l'effondrement de la monnaie et de la confiance dans le système étatique de l'Argentine. Et ça nous rappelle quand même, en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, que quand on explique qu'il n'y a pas de limite à l'endettement des États, que les États ne font pas faillite, qu'on peut émettre de la monnaie tant qu'on en veut et qu'il suffit ensuite de faire des write-off des dettes dans les... On rajoute du grand n'importe quoi. De refaire des write-off des dettes dans les livres de la Banque centrale et que ça n'a aucune importance. On a quelques cas très intéressants, dont l'Argentine, dont je rappelle que c'était quand même parmi les 10 premiers pays développés dans les années 30. C'était dans les 10 premières puissances économiques du monde. Et ils sont maintenant, aujourd'hui, à la 30e place, et même un peu au-delà. Donc, quand on fait vraiment, j'allais dire, un laxisme complet dans l'usage de la monnaie, elle se venge. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour appeler les téléspectateurs à acheter du Bitcoin. On est neutre, hein, encore une fois. C'était un débat à partir de cette, notamment du fait que ce Bitcoin, la principale des crypto-monnaies, a retrouvé un niveau élevé, quasiment ces niveaux records. Tout de suite, notre second débat. On va rester dans l'univers de la tech. Ce second débat de la soirée nous emmène de nouveau, comme hier, au Congrès des États-Unis, où dans une des salles de la commission antitrust de la Chambre des représentants, hier, durant 5 ou 6 heures, je crois, il y a eu 271 questions. Les 4 patrons des 4 GAFA étaient virtuellement, depuis leur bureau dans la Silicon Valley. Hein, effectivement, ils ne sont pas déplacés. Covid-19 oblige, ils ne sont pas déplacés à Washington, mais ils ont quand même été mis sur le grill par un ensemble de parlementaires, de représentants et démocrates et républicains, pas sur les mêmes sujets. D'ailleurs, quelques comptes rendus là, le Big Tech, les patrons de la Big Tech se sont laissés dire qu'ils avaient trop de pouvoir. On voit voilà, une photo de M. Bezos qui était donc dans son bureau. L'une des représentantes qui était dans ce comité, Mme Pramila Jayapal, écrit à propos de Facebook. Facebook est un cas d'école, elle écrit après l'audition, est un cas d'école en matière de monopole. Il récolte et monétise nos données, les utilise pour espionner ses concurrents, pour copier, acquérir et tuer ses rivaux. Ce modèle destructeur rend impossible pour de nouvelles entreprises de se développer, faisant du mal de ce fait à notre démocratie, aux petites entreprises et aux consommateurs. Emballer, c'est peser. Et voilà, puisqu'on a commencé avec Donald Trump, c'est le fil rouge du jour. Il a fait son tweet sur le sujet, sur cette audition, avec son style. Si le Congrès ne met pas de l'équité dans la Big Tech, ce qu'il aurait dû faire depuis des années, pim, je le ferai moi-même avec des executive orders, c'est-à-dire des décrets présidentiels. À Washington, ça a été que du blabla depuis des années, zéro action. Et le peuple de notre pays en est malade et en a assez, sous-entendu, régulé. Sinon, ça va mal se passer. Régulé au sens adresse faite aux représentants. Sur ce sujet-là, il y a beaucoup de symbolique. Encore une fois, c'est la première fois que les 4, comme ça a été 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière dans un petit split screen, là, devant les représentants. Vous croyez, les uns et les autres, à une possible régulation forte, voire possible démantèlement de ces champions américains de la technologie, Michael? Alors, oui, moi j'y crois. Je pense que c'est dans la tradition américaine, qui évolue selon certaines périodes, d'oser démanteler certains ou contenir certaines positions monopolistiques. Ils l'ont déjà fait, évidemment, dans les années 20, et tout le monde connaît le Sherman Act. Une
une fois dit ça, il ne faut pas, bien sûr, mésestimer l'apport absolument technologique incroyable que ces entreprises fournissent au quotidien à beaucoup d'individus et à beaucoup d'entreprises. Ça, leur poids dans l'économie américaine. Oui. Et leur poids dans l'économie américaine. Le débat, au sens américain du terme, et nous chez Chargeur, on voit bien comment fonctionnent les Américains, puisque c'est notre premier marché. Tant qu'entre guillemets, le deal, formel ou informel, leur semble équitable, fair, d'où le terme employé par le président Trump d'unfairness. Oui, fairness, j'ai dit équité, mais bon. Et tant que cela leur semble fair, que le jeu leur semble gagnant pour tous, ils maintiendront la situation actuelle. Si en revanche, ils commencent à considérer que ces acteurs outrepassent le jeu du pouvoir économique naturel et qu'ils vicient l'égalité des chances économiques aux États-Unis, alors là, oui, il y a une probabilité qui quand même ne cesse de grandir dans les débats de doctrine américains d'un démantèlement au moins partiel ou d'un encadrement partiel. Ce que je constate, toutefois, et ça c'est quand même assez marquant, c'est que les Américains qui ne sont pas d'une tradition de régulation extrêmement poussée vont aujourd'hui beaucoup plus loin que les Européens. Et donc, la question est quand les Européens vont-ils passer au grill les dirigeants de ces géants mondiaux pour s'assurer que l'intérêt du consommateur européen, qui semble fort cher à la Commission européenne, est proprement défendu. C'est un enjeu de souveraineté économique qui est absolument majeur. Et moi, je m'estime assez fondé à pouvoir parler de ce sujet, puisque j'ai en France plus de salariés que Google. Donc on nous rabâche les oreilles en permanence de ces géants du net, mais ces géants du net pèsent combien d'emplois réels dans notre économie, direct et indirect. La question mérite d'être posée. Mais il ne faut pas le voir en version négative. Il faut se dire comment, nous aussi, nous pouvons déployer et renforcer de la propriété intellectuelle, notamment en France, puisque je rappelle que le berceau européen de ces acteurs, que ce soit Google, Booking ou d'autres, est en Irlande et aux Pays-Bas. Pour des raisons fiscales. Pour des raisons fiscales, mais nous-mêmes, nous n'avons qu'à créer une forteresse juridique et aussi en France un paradis fiscal pour la propriété intellectuelle, ce qui nous créera des emplois et nous coûtera rien, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas les bases fiscales de ces acteurs, de toute façon, dans notre PIB. Par contre, nous aurons les flux associés et le pouvoir qui va avec. Donc, tout ceci, pour moi, ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas un sujet américain, c'est un sujet européen et c'est un sujet pour l'emploi demain en France et la compétitivité de notre économie. Donc, agissons, discutons avec eux, ne laissons pas le Congrès américain agir seul, soyons-nous proactifs et disons aussi qu'attendons-nous en termes de jeu équitable avec ces acteurs. Ce sont des Américains, ils négocieront, ils discuteront, ils ne sont jamais fermés à la discussion. Et la notion d'équité du jeu, tant qu'on ne les interroge pas, ils ne dévoileront pas leur jeu. Si on les interroge, si on discute avec eux, si on essaie de trouver un deal équilibré, et c'est un vrai enjeu d'autorité pour la Commission européenne, elle n'aura jamais de crédibilité si elle ne va pas sur ces terrains. On les a fait bouger un peu sur la protection des données avec le RGPD qui est plutôt en pointe en Europe par rapport aux États-Unis. Votre sentiment sur ce débat, faut-il les laisser tranquilles ou au contraire leur passer non pas la corde au cou, mais en tout cas ne pas hésiter à les réguler bien plus fortement, Aymeric Paubert. Étant donné le poids économique, boursier, sociétal, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais de ces entreprises, évidemment, il est indispensable de s'attaquer au problème et de réguler. Je suis assez frappé d'entendre, vous parliez, je crois, de M. Bezos ou d'autres grands patrons de la tech dire on a trop de pouvoir. Alors, est-ce que c'est du cynisme ou pas? Je ne pense pas que... Non. Je pense que c'est intellectuellement honnête. Je pense que c'est intellectuellement honnête et qu'ils mettent en cause, finalement, l'inconsistance intellectuelle d'un certain nombre de régulateurs ou de parlementaires américains du Congrès qui ne comprennent pas les enjeux. Et donc, c'est une façon de leur dire... Faites des choses, mais qui comprenez les enjeux, comprenez le pouvoir que nous avons. Là, manifestement, à part un ou deux, ils avaient quand même bossé leur dossier. Il y a un siècle, je ne pense pas que M. Rockefeller disait ouvertement au Congrès « J'ai trop de pouvoir, il faut me démanteler mon entreprise ». Alors ensuite, les enjeux, on pourrait passer des heures, ils sont extrêmement variés, protéiformes, complexes. Ça va de domination monopolistique économique, protection de la vie privée, protection des datas. Enfin, les sujets sont... Et c'est vrai, c'est ce que vous venez de dire, les États, les gouvernants ont du mal, les législateurs, à se saisir de ces sujets. Maintenant, ce que je dirais, c'est que
n'y aura pas de réponse immédiate, mais que les choses vont avancer, que l'on le veuille ou non. Et il faut qu'elles avancent dans son jour. Parce que quand on regarde, je prendrais deux angles différents. Si on prend l'angle historique, on s'aperçoit qu'à toute époque, c'est assez frappant et intéressant de regarder tous les 20 ans, par exemple, quelles sont les 5 ou 10 premières entreprises mondiales. Eh bien, 10 ou 20 ans plus tard, ce sont d'autres entreprises. Et au moment où ces entreprises dominent la sphère économique ou boursière, il y a 20 ans, c'était General Electric. Ça ne change pas forcément tous les 10 ans, mais la période récente... les grandes valeurs pétrolières, IBM, il y a 50 ans, on peut remonter encore avant. Et ce sont des entreprises qui ont l'air absolument indéboulonnables. Et on se dit, c'est pas possible, elles vont conquérir... Et puis on s'aperçoit finalement que 10, 20... Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, il s'est passé finalement des attaques, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais une évolution des ruptures technologiques. Oui. Alors il peut y avoir des ruptures technologiques, effectivement, mais il y a aussi l'action concertée des États, et pas seulement des États, des communautés, des clients, et qui amène finalement à un affaiblissement qui est probablement... qui est positif de ces entreprises. Et je prendrai des exemples récents. Par exemple, la fiscalité. La fiscalité, les États ne savent pas trop comment. Le ministre français de l'économie en avait parlé. Il va dans la bonne direction, mais c'est un petit peu... coup d'épée dans l'eau, c'est peut-être un petit peu dur pour lui. Oui, la taxe GAFA, là. Oui, la taxe GAFA. C'est, dans la vie, on va dire, classique, c'est assez facile. On taxe là où on produit. Dans la vie numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez émis pour attirer des emplois en France. Mais rien que ce sujet de la fiscalité, qui n'est qu'un des aspects, est très complexe à saisir. Mais quand on voit finalement que, d'une part, les clients, je pense, peuvent orienter leurs usages aussi face à ces méga sociétés. Deuxièmement, les États commencent à se saisir du problème. Et puis je pense aux clients tout simplement. On voit, et je pense que ce n'est pas uniquement un effet Covid, quand Procter & Gamble et les plus grands annonceurs décident de réduire assez massivement leurs dépenses publicitaires, c'est un signal qui est... Je pense que ça, ce n'est pas un épiphénomène. Et puis, je parlerai aussi pour le métier que j'exerce d'asset management. On en parle tous les jours, mais c'est de plus en plus important, la responsabilité des investissements et des pratiques. Et ça fait partie des sujets qui sont challengés de manière... Alors, c'est un peu le début. Il y a aujourd'hui beaucoup de communication et pas assez d'action. Mais en tout cas, exactement. Mais dans la trajectoire, les investisseurs commencent à demander des comptes. On est au début. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'on en parle plus que la réalité, mais le mouvement est inéluctable. Et quand on a à la fois les États, les clients, les utilisateurs, les communautés et les investisseurs, ça va dans le bon sens, mais ça prendra du temps. Nicolas Bravet, vous étiez assez sévère sur Facebook tout à l'heure sur le sujet précédent. J'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec la Congresswoman, là, que j'ai cité tout à l'heure sur le cas d'école Facebook en matière de... Oui, si vous voulez, ce qu'on a vu, c'est une révolution technologique la plus rapide, la plus profonde de l'histoire du capitalisme, et ça a accouché de deux monstres. Il y a le total capitalisme et le cyber-totalitarisme chinois, avec tout un ensemble d'entreprises qui sont au service de l'État pour quadriller la population, et ça a été renforcé évidemment par l'épidémie, avec le croisement des données sur les données de santé et des données de déplacement. Et de l'autre côté, on a effectivement le GAFA, et là où le GAFA est quand même un monstre, c'est qu'on a, j'allais dire, la multiplication des scandales récents. Donc on a des problèmes sur les données personnelles, on a des problèmes sur les propos haineux, on a des problèmes sur les fuites de données, on a des problèmes sur la fiscalité, on a des problèmes sur la concurrence économique. Ouais. Ça finit par faire beaucoup pour les mêmes. Et on a des problèmes par ailleurs sur les interférences sur les élections. On a beaucoup parlé de l'élection américaine la dernière, donc celle de 2016, mais on sait que sur le Brexit, le référendum catalan, il y a une tentative sur l'élection présidentielle française. Donc bref, c'est quand même un panorama. On ne peut pas laisser ça sans rien faire. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est clair que c'est le tourment. C'est-à-dire que le système politique américain, comme il a été rappelé pendant longtemps, a considéré que la puissance de ces entreprises, le fait que la Silicon Valley déversait les données dans le système de renseignement américain et les agences de sécurité américaines, tout ça a été considéré comme un avantage globalement positif. Et cette suite de problèmes, notamment l'électrochoc de ce qui s'est passé en 2016, a renversé
le sentiment général. Les choses. Alors ça met un peu de temps pour cheminer, Trump complique aussi tout ça, mais il y a une prise de conscience que ça ne peut pas durer. Et ce qui est vrai, c'est que quand on regarde l'histoire des États-Unis, je rappelle que la première régulation dans l'histoire des États-Unis, c'est le Sherman Act dont on parlait tout à l'heure, c'est 1890, c'est la Standard Oil. Ensuite, il y a eu ATT et les télécoms, qui a été d'ailleurs le départ de l'économie Internet. Et si vous voulez, la concurrence, c'est la première des régulations aux États-Unis. La Banque centrale, la Fed, c'est 1913. La SEC, l'autorité boursière, c'est 1934, après le krach de 29. Donc, dans l'image américaine, il y a à la fois le mode de fonctionnement qui est que ce pays s'est toujours développé par des oligopoles et des monopoles, parce que c'est comme ça que fonctionne l'économie américaine, mais quand ils deviennent trop puissants, on les saucisse. Et je pense qu'on est au moment où, effectivement, ça devient... les dommages qui sont faits à la démocratie, à l'économie, à la société, sont trop importants. C'est la Standard Oil dans le pétrole. Microsoft a échappé de peu au démantèlement. Oui. Il faut s'en souvenir. Il y a 20 ans. Comment ont-ils échappé au démantèlement, en fait, en restreignant le périmètre, en fait, de leur monopole, de fait, et en encadrant un certain nombre de pratiques. À l'époque, on leur reprochait d'avoir le navigateur web dans le système d'exploitation. Sinon, en fait, notamment. Monopole serait devenu à la fois Google, Facebook et tout en même temps. Ouais. Bon. Et donc, ils sont capables de cela. Là, il est vrai que depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a une sorte de benign neglect du Congrès américain vis-à-vis de ces problématiques, parce qu'il y avait cet argument de sécurité fondamentale des États-Unis. Mais ils sont en train d'en revenir dès lors que la démocratie américaine a elle-même été ébranlée. Et Google est un cas d'école, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un monopole à la fois dans les moteurs de recherche, dans les navigateurs, dans la publicité en ligne, et c'est extrêmement dangereux. Donc effectivement, Microsoft avait eu l'intelligence de se restreindre. D'une certaine manière, Facebook fait ça, mais on ne peut pas admettre que Facebook rachète ce qui a été montré. Dès qu'il y a une messagerie qui devient un peu concurrente, Instagram ou autre, c'est instantanément racheté. Sociale et chinoise. Et parce que leur discours, il y a un concurrent aujourd'hui, les Chinois. Dans la lignée de ce qui a été dit, c'est que l'Europe a une vraie carte à jouer. Pourquoi ? Parce que le GAFA est interdit de séjour en Chine, il est interdit de séjour en Inde, en tout cas... Les marchés émergents sont quand même compliqués, Amérique latine et Afrique surtout, encore plus post-Covid. Donc les 450 millions de consommateurs à haute valeur ajoutée européens, ils sont vitaux. Ils ont une valeur. Oui, ils ne peuvent pas être négligés par ces groupes-là. Ces entreprises, comprends bien. Voilà. Leur donner à une valeur stratégique. Ce sont des consommateurs riches. Exactement. Et donc ça donne une vraie capacité de négociation à l'Europe. Et alors la fiscalité, on en avait parlé, ça a été contourné par les aides d'État. Et donc, pour conclure, c'était un peu risqué juridiquement, mais je pense que que ce soit sur la fiscalité ou sur la régulation, l'Europe peut et doit agir, d'autant que maintenant, il y a des liens entre les autorités de concurrence qui convergent souvent et qui dialoguent. Et donc, le mouvement européen peut favoriser le mouvement aux États-Unis. Là, pour conclure, je vais juste citer 2-3 réponses. Sur la question de la censure des plateformes et des menaces vis-à-vis de la liberté d'expression, ça, c'est plutôt les parlementaires républicains qui étaient en pointe là-dessus. Le patron d'Apple, Tim Cook, il a plutôt noyé le poisson en disant que c'était bon que les gens écoutent des différents points de vue et décident par eux-mêmes. Bon, ok, merci. Le patron de Google, Sundar Pichai, il a été prudent lui aussi. Il dit que construire des plateformes qui permettent la liberté d'expression comme YouTube, c'est une bonne chose. Zuckerberg, lui, on sait qu'il n'a pas voulu censurer Donald Trump, entre guillemets. Donc il a dit oui, monsieur, en s'adressant aux républicains, je crois à la liberté d'expression et je suis inquiet de cette certaine forme, ce d'illibéralisme que je vois dans ce pays faire reculer la liberté d'expression. Et enfin, Jeff Bezos, encore une fois, ils ne sont pas assis à côté, ils sont chacun dans leur... Alors justement, le dernier, Bezos, lui, il n'est pas réseau social, il est retailer, entre guillemets. Alors lui, il dit machin, et il dit, lui, il a flingué les autres, Facebook et Twitter, en disant lui aussi il est inquiet, mais puisque lui il est inquiet des réseaux sociaux qui sont une machine à détruire les nuances et qui n'aident pas la démocratie. Donc voilà, ces quatre-là, ils ne sont pas en train de se serrer les coudes. Cette économie Internet et des GAFA, elle a été fondée sur un mythe qui était le mythe que Internet c'était en soi la liberté. Et donc effectivement, le mythe libertaire, moins il y avait d'État, moins il y avait de régulation, plus il y avait de liberté. Et en fait, l'expérience qui a été faite, l'expérience in vivo de l'idée que Internet allait s'autoréguler,
c'est une idée qui évidemment est une idée manifestement fausse. Il va falloir donc on a maintenant une régulation extérieure. Et y compris c'est pas parce que la liberté d'expression est une liberté qu'elle ne doit pas être régulée. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'émission. Retour dans Late et Smart, on reste avec les États-Unis. Regardez, on reste avec Donald Trump. Encore une fois, petite surprise, réaction rapide. Les États-Unis retirent 11 900 militaires d'Allemagne, avec le petit tweet qui va bien du Donald. L'Allemagne paye des milliards à la Russie pour de l'énergie et nous sommes supposés protéger l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par ailleurs, l'Allemagne est en tort avec uniquement 2% de contribution à l'OTAN. Du coup, nous retirons des troupes d'Allemagne. Allez où? C'est pas rien quand même, retirer 12 000 soldats. C'est pas pour les faire rentrer à la maison, c'est pour les redéployer dans d'autres pays européens, plus près de la Russie. Et notamment le commandement intégré qui passe en Belgique. C'est pas une foucade là quand même. C'est du 12 000 soldats, c'est sérieux. Comment interpréter ça rapidement un nouveau mauvais coup porté à l'Europe, à l'Allemagne, mais surtout à l'OTAN. Donc c'est là où Donald Trump fait des dommages qui sont considérables à la fois aux États-Unis et à l'Occident. C'est-à-dire que le fait d'avoir tiré la sonnette d'alarme concernant la Chine, ça c'est tout à fait vrai. Et l'Europe là-dessus a prise de conscience. On va embarquer sur la guerre économique. En revanche, si vous voulez, la stratégie de Donald Trump, qui est de faire tout ce qu'il faut pour que les démocratures chinoises, russes, iraniennes ou turques convergent ou se rassemblent au moins ponctuellement, et par ailleurs pour diviser contre l'Europe, oui. Tout ce qui avait été fait pour fédérer l'Occident. Donc les problèmes avec les alliés asiatiques sur le commerce, la manière dont même la chancelière allemande a été insultée, dont les Européens sont traités, c'est vraiment une stratégie de gribouille et qui pour le coup fait le jeu de la Chine. C'est l'inverse, si vous voulez, de ce qu'avaient fait les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, où la stratégie du containment de l'Union soviétique avait été très intelligente. Elles avaient été faites en étant amis avec l'Europe de l'Ouest. Éviter la guerre et construire un jeu d'alliance, non seulement politique, non seulement militaire, mais aussi économique, et avec par ailleurs des échanges, si je puis dire, de bons et loyaux services, puisque l'Europe était en même temps un débouché très important pour l'économie américaine. Donc ce qu'est en train de casser Donald Trump, le problème c'est que les séquelles seront extrêmement durables, même s'il devait ne pas faire de second mandat. Et la manière dont il cible l'Allemagne, alors je dirais juste une chose, c'est que d'une certaine manière, c'est une chance pour l'Europe, parce que les Allemands ne voulaient pas y croire. Les Allemands sont restés exagérément confiants vis-à-vis de la Chine. Ils sont aussi exagérément confiants vis-à-vis des États-Unis. Ils voulaient protéger les intérêts de leurs exportations. Donc là, ils constatent. Et très franchement, Donald Trump leur donne... Parce que Trump exprime aussi une forme de vérité de ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. Et donc, je pense que ces agressions à répétition peuvent faire bouger les Européens, les Allemands ou la partie de l'Europe qui est le plus arrimée à l'OTAN et qui ne veut pas voir l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui. Une réaction rapide? Peut-être rapidement, comme souvent avec Donald Trump, le style est assez fruste, le raisonnement est un peu basique, parce que dire d'un côté... mélanger des considérations géopolitiques capitales avec des considérations financières sur le budget de l'OTAN. Bon, je ne sais pas si c'est la façon dont un président américain doit prendre ses décisions, mais sur le fond, il n'a peut-être pas, en l'espèce, totalement tort. Est-ce que c'est ultra stratégique d'avoir aujourd'hui autant de soldats américains en Allemagne? C'est un autre débat, mais je pense que, par exemple... D'un point de vue de l'armée et de la défense, vous voulez dire. Et par exemple, le retrait, l'arrêt subi de l'aide des Américains aux Kurdes me semble beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux. Il y a d'autres choses. Je ne suis pas en train de dire que la politique... Ça nous emmène loin. La politique étrangère réussit, mais en l'espèce, c'est pas je ne pense pas que ce soit la plus grosse erreur qu'il ait faite. Par contre, la façon dont... Et c'est vrai que dans certains sujets, je pense notamment, on va parler guerre commerciale après. Guerre commerciale. Souvent, il parle de manière un peu brutale, un peu basique, mais dans le fond, il n'a pas toujours tort non plus. Je pense que... Une réaction très rapide sur ce retrait de troupes, cette réallocation de troupes. Beaucoup trop l'obliger les États-Unis. Et comment expliquer que l'Europe contribue si peu, finalement, au budget de l'OTAN? Soit l'OTAN est importante pour l'Europe, il faut qu'elle y contribue en ce cas beaucoup plus. Mais derrière ceci, c'est ce qui se cache, en fait, c'est l'ambiguïté de la loyauté allemande en matière de défense. L'Allemagne n'est jamais vraiment sortie de sa loyauté vis-à-vis des États-Unis ou de sa loyauté prioritaire vis-à-vis de l'Europe.
Si sa loyauté prioritaire, elle est vis-à-vis de l'Europe, alors il faut que l'Allemagne accepte de financer un vrai budget européen de défense. Si, en revanche, elle n'a pas vraiment confiance dans ses partenaires européens, alors il faut qu'elle contribue davantage à l'OTAN. En tout état de cause, les Américains sont les alliés des Européens, bien sûr, donc il est fondé que l'Europe contribue davantage et assume davantage de cette sécurité coordonnée avec les États-Unis via l'OTAN. Dans le même temps, il faut aussi que l'Europe se donne les moyens d'avoir sa propre défense, c'est-à-dire sa propre souveraineté. Derrière tous ces sujets, ce qui se cache, c'est que nous parlons depuis le début de cette émission des États-Unis, mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. C'est quoi? C'est la souveraineté de l'Europe. Quelle est la souveraineté de l'Europe? Quelle souveraineté l'Europe veut offrir à ses citoyens? Et quand même, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ah bah justement, ça me fait la transition avec le dernier sujet de la soirée. On parle guerre commerciale. Et on va terminer l'émission avec le sujet de la guerre commerciale. Guerre commerciale, non pas celle dont on a déjà parlé entre les États-Unis et la Chine, mais la guerre commerciale dont on vient directement de parler entre les États-Unis et l'Union européenne. Le commissaire européen au commerce accordé une interview à plusieurs journaux européens. Il juge déloyales les attaques commerciales des États-Unis très rapidement. Il y a notamment un gros contentieux depuis des années autour d'Airbus. Chaque Airbus accusant Boeing et inversement d'aide d'État plus ou moins détournée. Aujourd'hui, on a un secteur de l'aérien qui est complètement à plat suite à la crise sanitaire et ces guéguerres se poursuivent malgré tout. Vous évoquiez à l'instant, Michael, le besoin de l'Europe de s'affirmer sur un dossier comme celui-là également en matière de commerce. Il faut là aussi montrer les crocs, en tout cas montrer la force de l'Union. Il faut sortir d'une doctrine qui était extrêmement finalement ancrée sur le laisser-faire, en se disant mais tout accord négocié par la Commission européenne est un bon accord pour tous les États de l'Union européenne. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir combien de fonctionnaires de la Commission européenne ont véritablement visité des usines, vu des salariés en direct ou vu des gens qui ont perdu leur emploi en direct. Bon, donc depuis maintenant 20 ans, on a laissé faire finalement, sous couvert aussi des négociations de l'OMC, une immense passoire européenne en matière d'importation. Les Américains ont repris la main dans la discussion avec les Chinois depuis le début d'ailleurs du mandat de Trump. Au début, tout le monde ricanait. Puis après, plus personne n'a ricané. Maintenant, tout le monde fait pareil. Voilà. Donc, il est tout à fait légitime que l'Europe passe en revue l'ensemble des accords commerciaux et réévalue quoi? Réévalue finalement ses forces, ses faiblesses, ce qu'elle gagne aux accords existants dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, et que, ayant réévalué ces accords, eh bien, on se mette avec nos partenaires américains. Encore une fois, il s'agit de savoir si on est toujours gagnant aux équilibres des accords qu'on a négociés il y a un certain nombre d'années. La réponse est probablement non. Donc, remettons ces accords sur la table, examinons ce que nous avons à y gagner dans nos secteurs des services, dans nos secteurs agricoles, dans nos secteurs industriels, dans nos secteurs de propriété intellectuelle, et défendons quoi finalement? La rareté des ressources. Ce qui est en jeu derrière la souveraineté, c'est la capacité à protéger les efforts que nous faisons avec des ressources humaines, matérielles, financières, physiques qui sont rares. Si on ne considère pas cela, on prend la souveraineté pour un débat soit franchouillard, soit populiste, ce qu'il n'est pas. Et on laisse au plus grand populisme le terrain de s'approprier ces débats en disant « Regardez, ceux qui sont là pour nous protéger ne le font pas. » Et la vérité, c'est qu'ils le font mal. Alors, justement, à ce propos, le commissaire au commerce, Phil Hogan, il est dans cette interview, il dit « Nous ne disposons pas de la force nécessaire dans nos outils de défense commerciale. » Pourtant, encore une fois, exactement. Il est en elle n'est pas née hier, la Commission européenne. Il y a une prise de conscience, enfin, de voir effectivement faire face à tout ce nouveau climat international. Voilà, c'est une vraie compétence de l'Union. Il faut le dire. Ah oui, ça, rappelons-le. Premièrement. Donc, c'est à la Commission d'agir et de se mobiliser. Deuxièmement, c'est vrai que le monde a complètement changé. Donc, le moment de la mondialisation, de la baisse des frontières, non mais ça voulait rien dire parce que c'est un mouvement historique, il n'est pas heureux ou malheureux. Oui, non mais bref, ce qu'on appelait là. Peu importe. En tout cas,
on est dans un moment de retour du protectionnisme, de fragmentation de l'espace mondial, d'affirmation, de rivalité des puissances. Et de régionalisation du commerce. Et de régionalisation du commerce qui va avec la fragmentation de l'espace. Donc, il est clair que, là encore, il y a les jugements de valeur qui n'ont pas grand sens de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, peu importe, c'est la réalité. Donc de toute manière, il faut s'y adapter. Et donc, c'est là où il faut faire attention au terme de souveraineté. Oui, je pense que le terme de souveraineté, il reste attaché aux nations. En revanche, il y a pour l'Europe, le bon terme, c'est autonomie en termes commerciaux, en termes technologiques, en termes de fiscalité et en termes de droit. Et sur tous ces points-là, on sait qu'il y a une énorme poussée américaine aujourd'hui, pour les raisons qu'on a déjà évoquées pour le gaz. Oui. C'est-à-dire que, d'abord, Trump considère l'Europe non plus du tout comme un allié, mais comme un adversaire, au moins sur le plan commercial et technologique, et que par ailleurs, l'Europe est vitale pour les entreprises américaines, beaucoup plus que ce qu'on dit souvent. Et c'est donc pour ça qu'on est aussi... Il y a la guerre et l'espèce de grand dualisme entre la partie du monde qui va être chinoise et la partie du monde américaine. Il faut qu'il y ait une troisième partie du monde, au moins. Et il y a un grand point d'interrogation sur l'Europe. Est-ce que c'est juste une variable d'ajustement ? Et c'est vrai qu'à priori, on ira quand même plutôt du côté américain que du côté chinois. Ou est-ce qu'il y a une forme d'autonomie européenne, de modèle européen qu'on essaie de faire vivre ? Émeric, rapidement, est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de l'escalade des mots entre l'Union européenne et les États-Unis sur les questions commerciales ? Je partage ce qui vient d'être dit et j'aurais 3 points principaux. Le premier point, c'est quand on parle de trade war ou de guerre commerciale, on parle de Chine et États-Unis. Or, pour les États-Unis, le sujet est plus important envers l'Europe, vis-à-vis de l'Europe, que de la Chine. Pour rappeler quelques chiffres, les États-Unis importent à peu près 600 milliards de dollars par an de la Chine, mais ils importent 800 milliards de dollars de l'Europe. Dans le sens exportation, l'écart est encore beaucoup plus important puisque les États-Unis exportent vers l'Europe 3 fois plus que ce qu'ils exportent vers la Chine. On parle de... Donc là, il y a un intérêt compris, commun, bien compris. 70. Donc c'est le premier point, c'est un sujet qui est central. Le second point, effectivement... je pense qu'il est un peu facile de critiquer systématiquement l'Europe, ou en tout cas la Commission européenne, mais c'est un des sujets sur lesquels il y a probablement de la méconnaissance, de la naïveté. Je rappelle les propos tenus il y a quelques mois par Pascal Lamy, ancien président de l'OMC, qui connaît bien ces sujets et qui pointait un certain nombre de décisions défaillantes, manquant de réalisme. Vous le rappeliez, pas critiquer les fonctionnaires en tant que tels, mais ne connaissant pas la réalité du terrain, ne mesurant peut-être pas la perte d'emploi induite par certaines décisions. Et ça, il y a certainement beaucoup à faire. Pas certainement, il y a vraiment des choses à évoluer. Puis le dernier point, c'est qu'on est quand même dans une phase... Je ne voudrais pas revenir sur le président Trump, dont on a peut-être trop... Non, il a été le fil rouge, mais on n'est pas obligé de... arriver dans quelques mois. Je dirais donc à très court terme, ça a peut-être un petit peu figé les grandes décisions. Deuxième élément, on assiste, et ça a été accentué massivement par la crise du Covid, à une régionalisation du commerce. Je pense qu'ajouter une guerre commerciale en ce moment à une situation économique qui va devenir encore plus dramatique, c'est vraiment pas le moment, quoi. Effectivement, ni du point de vue européen, ni du point de vue américain. On est encore dans le brouhaha, dans le buzz préélection, selon vous, sur ce sujet, sur les positions des uns et les autres, notamment aux États-Unis, en 2 secondes. Mais bien sûr, mais tant que les Européens que nous sommes, on est capable de passer des heures à commenter les tweets du président américain, c'est que ce sont les États-Unis qui dominent le monde. Donc que fait-on pour que l'Europe domine le monde ? C'est le cas. Oui, ce qui était rappelé... On n'a pas de président de l'Europe, c'est peut-être juste la différence au sens, on ne commande pas encore Charles Michel, mais on pourrait. Sur l'importance du rétablissement du commerce dans la relance, c'est un point qui est majeur. Normalement... Le commerce international, oui, international. La composante la plus importante de la croissance, normalement, le commerce international croît 2 fois plus vite que la croissance dans les périodes où tout va bien. Et donc, c'est un moteur très important pour la relance. Et aujourd'hui, c'est un moteur qui est complètement à l'arrêt. On s'arrêtera là-dessus ce soir. Merci à tous les 3. Je me permets de vous souhaiter bonnes vacances parce que j'imagine que c'est bientôt. Pas encore pour vous. Nous, on se retrouve demain, même heure, même adresse. Bonne soirée.